Yes. Bien, bonsoir et merci d'être là pour donc comme vous le voyez, d'après le titre, c'est c'est le deuxième volume en quelque sorte des oubliés de l'armée juive et je voudrais je vous donne un peu le déroulé. Le déroulé de ce jeudi d'Hébraïka et de cette clôture des journées de la culture juive, c'est que je vais d'abord quand même évoquer l'armée juive, mais de manière assez rapide. La plupart d'entre vous, vous savez ce dont il s'agit, mais et puis sur la page YouTube, on peut le retrouver très aisément. Cependant, il me semble nécessaire de revenir de manière un peu générale avant d'aborder trois portraits, deux hommes et une femme. Notamment, souvent dans l'armée juive, j'évoque un- mon personnage préféré qui est Albert Cohen, mais qui est celui de l'armée juive. On a au sein de l'armée juive un autre homonyme célèbre qui est Marc Lévy. Donc, j'évoquerai cet homonyme célèbre. Et puis, mais je commencerai par un, un aumônier, un faux aumônier. Pendant toute la guerre, il a été faux rabbin et il deviendra un vrai médecin. Il va même créer le planning familial, être un des fondateurs du planning familial, vous verrez. Et je terminerai avec une femme. Il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de grandes femmes, héroïnes, qui sera Annette Ziman, ZYman. Quant à ce faux rabbin, c'est Nizan, Nizan Nongewirtz, mais vous me prononcerez mieux que moi. En tout cas, l'armée juive, quelques rappels de ce qu'est cette organisation euh, qui a la plus grande, la plus importante organisation de résistance juive en France. Alors pourquoi je dis la plus grande, la plus importante? C'est parce que elle va, à partir de 1943, fédérer l'ensemble des organisations déjà existantes, euh, les, les éclaireurs israélites, l'aide de secours aux enfants, l'OSE, la, la MJS, le mouvement de jeunesse sioniste qui était situé à Montpellier, qui fonctionnait très très bien. Et puis, et d'autres, beaucoup d'autres, on a beaucoup d'organisations comme cela qui vont se réunir et la tête de l'organisation va rester tout de même à Toulouse, ce qui fera dire à David Knut, hein, c'est quelque chose que je répète souvent, que Toulouse sera la capitale. Si vous pouviez arrêter les micros, merci. Euh, vous aurez après la parole. Toulouse est la capitale de la résistance juive. Et même Jacques Lazarus, grand soldat et qui a dirigé les maquis, parlera de la résistance juive de Toulouse aussi comme centrale dans la résistance juive. En fait, on a dans la zone sud une résistance juive qui va d'abord s'installer à Lyon, Lyon va devenir le foyer important, et ensuite qui va se répartir entre Lyon et Toulouse, et les, les, les actions vont se dérouler entre Lyon, enfin, les directions vont se faire entre Toulouse et Lyon. La résistance juive telle qu'elle est par l'armée juive, un petit rappel, encore une fois, sur la page YouTube d'Hebraïka, vous trouverez les éléments plus complets. Et puis, je vous l'annonce maintenant, il est prévu en avril, si tout va bien, la parution de mon prochain livre, Après les Justes en Occitanie, ce sera L'armée juive, une résistance française aux éditions Privat. Donc là, je suis dans une course contre la montre pour la rédaction. Et donc, je vous le rappelle, comment est née l'armée juive? Elle est née dès
la défaite, si vous pouvez arrêter les micros, bah oui, tout le monde l'a arrêté. Bon. Dès la défaite française, on a ce couple, David Knut, Ariane Fixman, qui est à Toulouse. Lui, il est démobilisé, donc il vient à Toulouse. Elle le rejoint avec ses deux filles d'un précédent mariage. Et ils s'interrogent, que faire? Ils sont tous les deux russes. Elle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la surprise, fille de très grand compositeur Eugène Scriabine, nièce du ministre des Affaires étrangères de Staline Molotov, donc née orthodoxe, convertie au judaïsme et euh, elle a toujours eu des maris juifs. David Knut est son deuxième ou troisième mari. Et elle va d'ailleurs, enfin, elle va non seulement s'investir complètement dans la résistance juive, mais du fait, c'est ce que disent en tout cas ceux qui l'ont connue, du fait de sa conversion, elle va être un peu plus, elle va être beaucoup plus marquée et beaucoup plus intolérante à l'égard de ceux qui ne mangent pas cachère, qui ne font pas les fêtes. Euh, et donc, ça les amuse. Et toutes les fêtes se passaient chez les Knut, d'ailleurs. La plupart des fêtes à Toulouse se passaient chez les Knut. Et David, comme Ariane, sont des poètes. On a les textes de David Knut, on n'a plus de textes d'Ariane Knut. Sont deux poètes, ils sont à Paris, ils côtoient les cercles, les cercles de poètes russes. Et donc, une fois à Toulouse, ils se posent la question, mais ils ne se posent pas la question en tant que seulement en tant que juifs, ils se posent la question en tant que sionistes, et ils sont tous les deux sionistes de tendance Jabotinsky, c'est-à-dire de la tendance qui consistait à dire qu'il faut prendre les armes et qu'il ne faut pas attendre de négocier avec qui que ce soit. Jabotinsky a créé son mouvement l'Irgun, dans lequel a fait partie Menachem Begin, et ils étaient pour la résistance armée contre le mandataire britannique. Et donc, Jabotinsky a été exclu du mouvement sioniste par Chaim Weizmann et Ben Gurion parce que justement, il n'était pas dans quelque chose de consensuel, mais de belliqueux, et Jabotinsky va s'exiler sur Paris. Donc, cette tendance Jabotinsky, elle est très importante pour comprendre que dès 1940, c'est pas le premier mouvement, mais c'est l'un des premiers mouvements de résistance. Dès 1940, l'idée de David Knut, d'Ariane Fixman et de... Oh, il est où? Ah, c'est là. Et de Lucien Lublin, d'abord Polonsky, de Polonsky qui va être le troisième homme, troisième personne avec sa femme Eugénia, ils seront quatre, deux couples. Leur idée, c'est dès le début de créer une armée, d'où le nom de l'armée juive. C'est de créer non pas ce qui existe déjà, on va en parler, mais tout de suite de penser aux armes, et ils savent que ça prend du temps, mais ce temps, eh bien, a pour finalité de créer des groupes armés et de se battre par les armes. C'est Lucien Lazare qui le dit très bien dans La résistance juive en France. Il dit, qu'est-ce qui distingue une résistance juive de la résistance? Eh bien, tout simplement le fait de prendre en compte les Juifs. Et le fait de prendre en compte les Juifs, ce que ne faisaient pas les autres mouvements de résistance, mais ce que faisaient des mouvements d'assistance. Les protestants de la CIMAD, les Quakers américains, le Secours suisse aux enfants, qui était placé à Toulouse
sous la direction de Maurice Dubois, dans le lieu actuel où se situe la Cinémathèque de Toulouse. Et ainsi, on a ces organisations, beaucoup d'autres encore, mais une trentaine d'organisations sont sur le terrain, sont dans l'assistance. Mais pour eux, il s'agit non seulement de faire de l'assistance dans les camps, mais de sauver les Juifs. Et c'est là que Lucien Lublin et Abraham Kopolonsky, à partir de 1942, à partir du moment où la zone occupée devient occupée, donc après le 11 novembre 42, David Knut doit quitter Toulouse, il va même quitter la France, il va se rendre en Suisse, il va se réfugier en Suisse parce qu'il est recherché par la Gestapo qui vient d'arriver et qui tout de suite sait qu'il faut arrêter cet homme-là. Il part avec la fille aînée d'Ariane Fixman, Myriam Knut, et il part en Suisse. Et c'est là que rentrent en jeu ces deux hommes qui sont absolument extraordinaires. Lucien Lublin, Abraham Polonsky sont des stratèges, vont susciter une admiration générale non seulement auprès des organisations juives avec des hommes et des femmes aussi importants que Robert Gamzon et son épouse, fondateur des éclaireurs israélites, les membres de la direction de l'OSE, sont des organisations qui existent depuis très longtemps, l'OSE depuis 1912. Les EI ont fêté les 100 ans cette année en 2023. Donc, ce sont des organisations qui ont qui sont vénérables, avec des personnes à leur tête qui sont respectées, et pourtant, ils vont suivre Lucien Lublin, Abraham Polonsky, et ils vont presque suivre la stratégie qu'ils vont mettre en place. On a par exemple un autre grand homme qui est Marc Jarblum, qui était très important avant la guerre pour la Fédération des associations sionistes, ça porte un autre nom, mais c'est un peu ça, qui s'occupait de tous les réfugiés venant d'Europe de l'Est, Marc Jarblum, qui était ami avec Lucien Leblin, avec Abraham Polonsky, qui sont tous sionistes, tous se sont retrouvés dans des congrès sionistes en Suisse avant la guerre, et en 1938 et avant. Et pendant la guerre, c'est cette amitié, ces relations qui font que on a un groupe qui va être très important d'un point de vue numérique. Je n'ai pas, enfin, j'ai les chiffres, mais je les ai pas en tête. D'un point de vue numérique et d'un point de vue de la puissance financière, puisque vous le savez, l'argent va venir principalement des États-Unis, principalement d'une organisation qui s'appelle le Joint, enfin qu'on résume par le Joint, et dont le nom est résumé par le Joint. Et cette organisation, elle va donner l'argent à Marc Jarblum qui est à Genève, et Marc Jarblum qui est l'ami de Lublin, de Polonsky, enfin, c'est surtout qu'il a confiance en eux, il sait où ça va, et va tenir les cordons de la bourse pour eux et pour les différentes actions. Et dans mes archives, j'ai justement, à partir du fonds Lublin, les échanges entre Marc Jarblum et Lublin, les échanges, les sommes d'argent qui passent pour l'assistance essentiellement, pour aider toutes les familles juives qui ont contacté l'armée juive, l'OSE, les EI, etc., qui les ont contactés, mais ça passe par Lublin. Ça passe par, enfin, Lucien Lublin, non pas par la ville, mais ça passe par Lucien Lublin et par l'armée juive. C'est dire l'importance de cette armée juive. Et finalement, ce qui peut sembler étonnant, c'est qu'à chaque fois que l'on rencontre une héroïne ou un héros de cette résistance juive, donc dans les organisations juives, eh bien, à partir de 43 et surtout début 44, ils le font sous l'égide de l'armée juive. Par exemple, Marianne Cohn, qui a eu ce destin tragique, assassinée à 24, 22 ou 24 ans, est à la fois à l'OSE,
travaillé avec Georges Loinger, mais aussi à l'armée juive. Et on a comme cela des passerelles. Ils sont dans plusieurs mouvements. Cette armée juive, donc, voilà une archive que j'ai trouvée, enfin que j'ai trouvée, qui est facilement disponible hein, aux archives du mémorial de la Shoah. Il faut simplement les demander, les chercher. Et elle est assez lisible. On voit les activités et on voit comment les activités de l'armée juive, alors qui va devenir l'organisation juive de combat en 1900, enfin à la libération, elle change de nom. Les membres sont à 1900, entre 1500 et 1900, selon les archives. Les membres de l'armée juive, la plupart, vont intégrer les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Et on voit, là, c'est essentiellement les activités de guerre, plus que les activités de sauvetage, de faux papiers, fabrication de faux papiers, passage des Pyrénées, passage de la Suisse. Enfin, on a tout ça, on a tout ce qui était possible de faire pour sauver les Juifs. Ils ne savaient pas exactement de quoi. La réalité des centres de mise à mort, elle parvenait par bribes, elle parvenait de manière confuse, mais malgré quelques témoignages, on pense à Jan Karski et d'autres, eh bien, ils avaient du mal à conceptualiser l'idée qu'on prenait les personnes et qu'on les mettait directement dans des chambres à gaz, puis dans des fours crématoires. On, En 42, fin 42, notamment les organisations yiddish avaient connaissance de massacres de masse en Pologne et un peu dans le front de l'Est, mais pas les centres de mise à mort. Donc sauver les Juifs, ben oui, parce qu'on arrête des enfants, donc les enfants, on va pas à partir après la rafle du Veldiv, après les premières déportations depuis le sud, c'est-à-dire en, elles sont en septembre, donc très rapidement, eh bien, on sait que si on envoie des enfants, c'est pas pour les faire travailler. Donc, tout le monde continue à travailler dans le sauvetage, mais l'armée juive, elle, va se mettre en ordre de marche, va continuer, va amplifier son action, comme vous le voyez, avec la création de maquis, notamment les maquis qu'on appelle de la montagne noire, avec ces corps francs. Les corps francs, je sais pas, il n'a pas marqué Toulouse, mais qui ont commencé à Toulouse. Et ensuite, c'est là la force de l'armée juive, c'est que ces corps francs prennent place à Paris, à Nice, à Lyon, et il faudrait rajouter Grenoble. Et puis, les passages vers l'Espagne, les passages vers la Suisse fonctionnaient relativement bien. La Suisse n'a pas joué un beau rôle. La Suisse était particulièrement euh, réticente. Elle laissait passer soit les enfants, soit des jeunes parents. Mais vous avez 40 ans, vous ne passez pas, vous êtes renvoyé vers la gendarmerie française, donc vers la prison en général de Lyon, vers Montluc, et de là la déportation. Donc la Suisse fonctionnait plus ou moins bien, mais c'était balisé, et notamment par le travail extraordinaire de Georges Loinger et André Salomon, Marianne Cohn et beaucoup d'autres. Enfin, ils sont très nombreux. Hein, on a tout un livre de fiches les concernant. Donc, si la Suisse devient compliqué et surtout fin 43, lorsque les Allemands font partir les Italiens et prennent place dans toute cette zone qui va de Nice jusqu'à Annemasse, enfin jusqu'à la frontière suisse, eh bien, on va favoriser le passage en Espagne. Et ça aussi, c'est un des traits de force, des points de force de l'armée juive, d'avoir créé un passage balisé, sécurisé vers l'Espagne qui fonctionnera très bien.
et l'Espagne, qui fonctionnera très bien aussi, paradoxalement, avec un gouvernement fasciste, celui de Franco, mais qui va laisser passer les Juifs, qui va les laisser partir, pourvu qu'ils ne restent pas sur le territoire espagnol et pourvu qu'ils ne coûtent rien à l'Espagne. Et c'est encore là que le joint et que l'argent que reçoit Jarblum depuis les États-Unis va servir à mettre en place les passages, payer les passeurs, créer une maison d'enfants. C'est Madame Jarblum qui s'appelait Margolis, Madame Margolis, qui va créer une maison d'enfants à Barcelone. Et puis, certains partent vers la Palestine avec des bateaux affrétés par l'armée juive, d'autres partent vers l'Afrique du Nord, euh, très peu sont partis aux États-Unis, mais en tout cas, ils peuvent ainsi quitter le lieu des lieux risqués via l'Espagne. Le groupe hollandais, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans l'archive, là, il est question du groupe hollandais. Je vous en parlerai, mais de manière beaucoup plus longue. En quelques mots, c'est hollandais. C'est assez fou. C'est un groupe de juifs, comme son nom l'indique, des Hollandais, qui étaient tous d'un aspect hollandais, donc absolument pas sémites, absolument pas. Enfin, ils étaient grands, blonds, aux yeux bleus, pour le faire caricaturalement, et ils se sont fait passer pour des envoyés de l'Allemagne et pour aller travailler sur les chantiers allemands, et ils ont volé des papiers allemands et pendant une partie de la guerre, en tout cas, ils se sont fait passer pour des membres de la Wehrmacht, ou pas de la Gestapo, quand même pas, mais de la Wehrmacht. Et en tout cas de groupes allemands. Et ils voyageaient ainsi dans des trains réservés aux Allemands, ils allaient dans les restaurants des Allemands, ils allaient en Espagne avec des papiers allemands, et ce groupe qui est fabuleux. Donc, j'y consacrerai toute une séance à un de ces jeudis de l'année prochaine. Et, euh, et ce groupe, finalement, va être complètement retourné par un agent secret allemand. Ils vont tous, quasiment tous, être arrêtés, emprisonnés. C'est vers la fin de la guerre. Et ils vont partir par une histoire fabuleuse encore, enfin une histoire rocambolesque qui s'appelle Le Dernier Wagon. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. C'est le dernier wagon, c'est même pas un train, c'est le dernier wagon qui a quitté Drancy pour les camps de Polonais, et avec Alois Brunner, le chef de Drancy, mais aussi c'est celui qui a mené la répression la répression contre les résistants et la chasse aux Juifs pendant la dernière partie de la guerre, c'est-à-dire entre fin 43 et la libération, et avec Alois Brunner. Enfin, c'est une histoire folle. Donc, cette histoire folle, je la garde pour plus tard. Bref, l'armée juive, c'est un grand mouvement, et ceux qui ont fait partie de l'armée juive ne s'en rendaient pas vraiment compte. À ce moment-là, ils étaient là pour se battre, pour se défendre et défendre les leurs, les Juifs. Mais après-guerre, on peut se rendre compte que c'était quelque chose assez exceptionnel. Et maintenant, je vais évoquer quelques destins. Comme je vous l'ai dit, alors les figures oubliées de l'armée juive, en fait, toutes sont oubliées. Donc, qui choisir? En fait, j'ai choisi ceux qui me semblaient, enfin pour ce soir en tout cas, euh, les trois que j'ai choisis montrent la diversité des activités de l'armée juive. Léon Nizan Neugeburt, après la guerre, il va changer son nom, il va rester uniquement Léon Nizan, et vous le trouverez aisément dans les dictionnaires, parce qu'encore une fois, il va être un des fondateurs du planning familial. Lui, il va être un faux rabbin et un vrai aumônier dans les camps. Ensuite, il va dans les maquis. Donc là, ce que l'on va voir, c'est l'histoire des camps. Et ce qui est
je, je voudrais, alors je ne vais pas lire tout et je ne vais pas passer mon temps à lire, mais je voudrais vous lire des passages de son témoignage, le témoignage qu'il a fait à Annie Latour. Annie Latour était une résistante de l'armée juive et dans les années 70, elle a fait le tour, toujours avec le petit Albert Cohen, là, de 1,56 m. C'est lui qui l'a encore aidé, qui connaissait tout le monde un peu partout, Paris, Belgique, surtout Paris et Israël, et elle a recueilli les témoignages dont elle a fait un livre, mais ces témoignages sont bruts dans les archives que j'ai en ma possession. Donc, ce qui est toujours intéressant, c'est comment ils arrivent à la résistance. Comment on est juif, d'accord, à partir de 1942, on est condamné à mort en sursis, mais on peut fuir ou on peut chercher à faire autre chose. Alors pour Léon Nisan Neugebürts, il raconte, je vais vous lire quelques petits passages. Quand les Allemands sont entrés le 11 novembre à Toulouse, je faisais déjà partie d'un groupe d'aînés des éclaireurs israélites. Donc, il était chez les EI. Ce jour-là, le groupe s'est réuni et a décidé d'entrer dans la résistance. Le patron de ce groupe était Lucien Feynman, dit Hibou. Plus tard, il est devenu commissaire général des EI. À cette époque, je fréquentais aussi David Knut et sa femme, et je cherchais à entrer véritablement dans la résistance. Le ménage Knut vivait encore assez paisiblement, on est en 42, et n'était pas encore engagé dans une grande activité. Bon, c'est ce qu'il dit. Nous étions un petit groupe à aller les voir dans leur appartement à Toulouse. Alors, leur appartement se situait précisément rue David Béguet, pas loin du Jardin des Plantes, pas loin de là où je vous parle d'ailleurs. Et nous sommes demandé ce qu'il fallait faire pour remédier à cette catastrophe qui s'abattait sur nous, donc l'occupation de la zone sud. Je disais qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait créer un groupe d'action paramilitaire ou même militaire. Alors, d'un air très mystérieux, c'est là que j'adore les témoignages, alors d'un air très mystérieux, d'un air de conspirateur russe, ils m'ont répondu, ça existe, nous te mettrons en contact avec Polonsky. Cela se passait fin 42. Donc, il rentre dans l'armée juive et finalement, il va s'occuper de ce qu'il faisait déjà, c'est-à-dire du planquage d'enfants, ce qu'il faisait avec les EI, du planquage d'enfants, aller voir les enfants si tout se passait bien, voir s'il n'était pas, il a alerté notamment la direction parce qu'il a vu que certains enfants étaient subrepticement convertis au christianisme et il fallait les changer de maison. Et c'est là que on va lui donner une mission très particulière. On est en février, alors, il n'en s'en souvient pas, mais février, mais on peut retrouver la date aisément, parce qu'en fait, en février ou mars 43, dit-il, le rabbin Capel, qui était l'aumônier général des camps d'internement du sud de la France, se fait arrêter. Et il fallait le remplacer, il fallait aller dans les camps. Quel était le rôle des aumôniers? J'en ai parlé aussi dans une autre intervention que j'ai appelée résister sans les armes. L'aumônier avait pour but dans les camps d'assurer cette assistance, apporter des vêtements, apporter de quoi se nourrir un peu mieux, puisque la première cause de mortalité dans les camps, c'était la faim, et puis apporter la vie juive, faire les fêtes. Et c'est là que j'ai choisi ce témoignage. Vous allez voir le rapport avec ce qui nous vient très bientôt avec Hanouka. Et pour l'instant, il remplace Capel, mais il n'est pas rabbin. Donc, il va faire comme si le consistoire va lui faire des faux papiers de rabbin, validés par l'UGIF, qui est l'instance juive créée par le régime de Vichy, pour dire vite, et il va dans les camps. Donc, il est essentiellement, c'est pour cela que je vous ai mis ce monument qui est le camp de Noé. Il va à Noé et Recebedou, et il va aussi à la prison Saint-Michel,
visiter les prisonniers juifs. Et à ce moment-là, il avait 19 ans. 19 ans. C'est ce qui m'intéresse, et là je vais vous le lire en entier, c'est que il va, comme il était avec David Knut, non seulement il était à Losé, quand on y est, c'est pour la vie. Il rentre à l'armée juive, et quand on y entre, c'est pour la vie. Et au nom de l'armée juive, dans les camps, il associait donc deux travaux, deux missions, plutôt un ensemble de missions, consistait à faire l'assistance, comme je l'ai dit, et aussi essayer de faire évader des membres de l'armée juive qui pouvaient être utiles pour l'armée juive. Donc, ce qu'il dit, ce travail de secours moral et même matériel était mon travail officiel d'aumônier. Mais je me trouvais également appelé à servir l'AJ, l'armée juive. Ainsi, lorsqu'un membre de l'armée juive avait été arrêté, je pouvais le voir n'importe où, donc soit à la prison Saint-Michel, soit dans les camps d'internement, sauf dans la prison militaire allemande. J'établissais donc le contact, j'apportais des fausses cartes pour ceux qui pouvaient être libérés par des voies légales et pourraient ensuite repartir immédiatement dans de bonnes conditions. Et pour ceux, hélas, rares, que l'on pouvait faire évader. Donc, il provoquait des évasions. Et c'est là qu'il va créer une évasion qui est restée célèbre dans les annales de la résistance juive, l'évasion de deux personnes que nous retrouverons après, David Blum et Daniel Spielvogel. Et Daniel Spielvogel, nous avons eu la chance de le rencontrer parce qu'il est resté à Toulouse. Pendant la guerre, il se faisait appeler Freddy, je crois. En tout cas, je l'ai toujours appelé Freddy, Freddy Spielvogel. On le voyait souvent avec Robert Marco et d'autres des anciens ZI ou enfin de sa génération. Euh, donc, David Blum était officier dans l'armée juive et l'armée juive voulait absolument le faire sortir du camp car on savait qu'il allait être déporté dans les quelques jours suivants. L'ordre m'a été donné par Polonsky. Ah oui, l'armée juive, c'est vraiment une armée. Il faut obéir aux ordres. Fonctionne véritablement sur l'obéissance, le cloisonnement et la clandestinité. L'ordre, ils ne se sont pas vus, par exemple, ils ne se voyaient pas. Certes, Annie Latour a découvert à quoi ressemblait Lublin, lorsqu'elle est allée l'interviewer. Mais pendant la guerre, elle ne l'avait jamais vu. L'ordre m'a été donné par Polonsky de le faire sortir, quoi qu'il en coûte, et dans les délais les plus brefs. On a fait plusieurs plans, bon, etc. Finalement, alors pourquoi il va faire sortir aussi Spielvogel? Parce que Spielvogel était aussi sur la liste des prochains déportés. Donc, je vous lis le déroulé et c'est rocambolesque, ça ressemble ça y est un film de Billy Wilder qui se déroule dans les lagers. Ça ressemble à un Billy Wilder. Cela se passait à Hanouka 1943. Donc, on est à une date anniversaire. Je restais souvent au camp 8 ou 10 jours d'affilée. J'avais inspecté tous les postes de garde et les miradors. Passer entre les barbelés était relativement facile, mais il y avait les miradors et leurs mitrailleuses. Et les gardes n'hésitaient pas à tirer. On est au camp du RCB-12. Il s'agissait de savoir près de quel mirador passer. Or, il y avait certains gardes qui étaient des soulographes. C'est un mot qu'on n'utilise plus. Des soulographes invétérés. Il fallait donc savoir sur quel mirador ils se trouvaient. J'avais coutume de passer dans les postes de garde pour tailler une bavette, et les gardes m'acceptaient volontiers, car pour eux, je représentais quelqu'un de leur côté qui allait apporter aux prisonniers un secours religieux. Tout était une question de minutes. Nous avons organisé un office, donc l'office de Hanouka, environ une demi-heure avant le couvre-feu, qui était, je crois, à 9 heures. Presque au même moment, presque au couvre-feu, le train venant du sud et allant vers Toulouse passait dans cette gare proche du camp. Il était impossible de se rendre à pied à cette gare
entre l'appel et le passage du train. Donc, il a tout calculé. Et vous allez voir, c'est qu'il a préparé quel était son plan qui semble fou et qui a fonctionné. Nous avons organisé une fête à la synagogue avec, donc il y avait un local au sein du camp qui servait de synagogue et qui contenait même un Sefer Torah. Nous avons donc organisé une fête à la synagogue avec une menorah vivante. Cela avait une importance, vous le verrez. Donc, chacun tenait une lumière, ils sont 8. J'avais décidé, puisqu'on faisait un grand coup, de sortir 2 personnes au lieu d'une. Voilà. J'ai choisi ce Spilfogel comme deuxième évadé et je l'ai mis bien en évidence, ainsi que David Bloom dans cette menorah vivante. 2 internés étaient chargés de prendre leur place au milieu de la cérémonie. Donc, Spilfogel et David Bloom disparaissent, ont été droit au Mirador que j'avais repéré. Ils sont sortis et ils devaient me rejoindre à la sortie du camp, mais par l'extérieur, en m'attendant dans les fourrés. Je suis resté encore un quart d'heure. On a terminé la cérémonie et j'ai sauté sur mon vélo. Ouais, aujourd'hui, on imaginerait des voitures, que sais-je. J'ai sauté sur mon vélo, je suis arrivé à la porte, j'ai bavardé un petit moment et j'ai dit, je prends le train, j'aime autant rentrer ce soir. Je suis sorti du camp très tranquillement. J'ai rencontré mes 2 lascars dans l'obscurité. Bon, là, c'est l'évasion. Maintenant, il faut passer de camp de Recebedou, qui est à une vingtaine de kilomètres, voire un peu plus, trentaine de kilomètres de Toulouse, vers un lieu de refuge. Pour les réfugiés, ils ne peuvent pas rester toute la nuit, d'autant que l'alerte va être donnée et qu'ils vont être recherchés. Donc, il faut partir, il faut s'éloigner. Le problème était de les transporter. Donc, il est à vélo, hein. Un devant moi, un sur le porte-bagages. Le tout était de prendre le démarrage et ils étaient plutôt lourds tous les deux. Après quelques zigzags, on y a réussi. Longtemps après, on peut en rire, mais on peut en sourire. Et on a cinglé, oui, enfin, c'est une hyperbole, on a cinglé vers la gare, mais sans pouvoir aller très vite. Le train arrivait en même temps que nous à la gare. Et une première nuit, j'ai planqué les 2 garçons à Muret. Nous n'avons pas été à Toulouse car j'ai pensé que là-bas, on aurait déjà téléphoné pour nous accueillir à la gare. Je me suis arrêté à Muret où je suis allé chez un juif que je connaissais. Ce sera intéressant de savoir qui il était et chez lequel nous avons couché tous les 3. Le lendemain, nous sommes repartis dans des wagons de marchandises et nous avons atteint tranquillement Toulouse où j'ai emmené mes 2 lascars à l'armée juive. Bon, il raconte ça en 1970 et dans les années 70. Ce fut une grande fête, on peut l'imaginer. Donc, ce que j'adore dans cette histoire, c'est la manière grand guignolesque finalement dont les choses se passent. Alors, vous avez à gauche un monument qui a été érigé il y a 2, 3 ans ou un peu plus sur le camp de Noé. Là, vous avez une photo, une des rares photos, avant la destruction totale du camp, et maintenant il y a un stade, des maisons, un lotissement. Et ça, la photo sur laquelle que je pointe, c'est la photo de la libération de Castres, parce que notre faux rabbin, vrai aumônier, Léon Nizan Neugebauer, part ensuite dans le maquis. Et alors, bon, c'est-à-dire qu'il est resté dans les camps, mais pour lui, c'était extrêmement déprimant parce qu'il n'a pu que assister au départ, aux grandes déportations. Notamment, il cite une dame pour laquelle il avait fait des faux papiers. Il était prêt à essayer de la faire sortir. Il avait les faux papiers nécessaires pour la faire sortir. Madame Altman, avec ses 5 enfants. Et il écrit, je n'avais pas insisté car on m'avait affirmé qu'il n'y avait pas de déportation dans l'immédiat. Or, ils furent tous emmenés lorsqu'on vida le camp sans que je l'ai su. Et ainsi, il a assisté quasiment à toutes les déportations. Il a vu le camp vide. Il a sauvé le Sefer Torah et il est rentré
dans, je retrouve ma page, dans la résistance. Et là, il a quelque chose d'intéressant, très intéressant qu'il dit sur la résistance. C'est, bon, je ne le retrouve pas. Bref, je vous le résume. C'est une forme de soulagement lorsqu'il est entré dans le maquis, lorsqu'il était dans le maquis, et un soulagement, mais bon, c'est un soulagement de passer à la lutte armée. C'est ça aussi qui est intéressant, de passer à la lutte armée. Donc, Léon Nizan, après la guerre, alors il aura toutes les médailles, après beaucoup de médailles, et après la guerre, va faire ses études, des études de médecine en hématologie, et il va devenir un médecin, et encore une fois, l'un des fondateurs du planning familial. Ça, c'était le premier. Vous pouvez trouver facilement Léon Nizan, mais âgé. J'ai pas trouvé de photo de lui jeune. On continue à chercher. Je sais pas si je parle de Marc Lévy ou si je vais. Oui, oui, je vais en parler. Je veux pas passer trop de temps. Je voudrais surtout vous laisser la parole. Là, ce sont les archives. Alors, c'est illisible, évidemment, mais le but, c'est pas de les lire vraiment, c'est de les voir. Ce sont les fiches qu'a rédigées Lublin pour chacun des membres de l'armée juive et pour leur habilitation aux forces françaises de l'intérieur. Donc, Marc Lévy, voilà, celui-là, il m'a intéressé. Bon, il a un parcours intéressant, mais aussi parce que c'est un homonyme. Et puis, on est cette fois dans le maquis, comme Léon l'était, mais lui, il a fait quasiment que du maquis. Alors, Marc Lévy, il était dans le maquis du Tarn, pas seulement. Il était aussi à Nice et à Paris. Marc Lévy, donc, bon, que dit cette archive? Elle dit simplement qu'il a, je vous lis la page du milieu. Dès juin 43, rejoint l'organisation juive de combat, membre des maquis du Tarn jusqu'en avril 44, chargé de mission à Nice, entre dans le groupe franc de Nice, participe aux diverses actions de ce groupe franc. On va voir, je vais en parler plus précisément. Euh, S'engage immédiatement comme officier dans les forces françaises de l'intérieur, donc dans les FFI, puis dans la première armée française. Donc, ce qui m'intéresse, c'est son témoignage aussi, mais je vais être, enfin, je vais voir, je vais essayer d'être plus rapide, mais c'est pas sûr, que pour Léon. Et alors, Marc Lévy, il a été tué pendant la libération de la France. Mais j'ai deux versions, il faudra que je vérifie. Mais l'une dit qu'il a été tué pendant la libération de la France, puisqu'il s'est engagé avec les FFI. L'autre dit qu'il a été tué alors qu'il est parti en Palestine avant la création de l'État d'Israël et au cours d'une escarmouche avec les Arabes. Donc, il faudra que je vérifie. Quoi qu'il en Alors, soit, vous savez, on peut intervenir une seconde? oui, bien sûr, vous avez Oui, la non, réponse. Marc Lévy est mort à Beersheba, il a sauté sur une mine. Il n'est pas Ah, du tout mort avec les. Ça, c'est certain. d'accord. Mon père était dans le même réseau que lui à Nice, Ah, quand très il s'est bien, mis en France. très Donc, il bien. est mort Et en en quelle 48 année il et est mort? en Il est mort 48. après la création de l'État d'Israël ou avant? Non, c'est pendant la guerre d'indépendance. Ouais, Beersheba. d'accord, à 48 alors. OK. Et là, on retrouve. Mais merci de votre intervention, et puis merci de, de l'éclaircissement, parce que c'était pas. J'ai trouvé en plus qu'il était mort à Gavlot. C'était bizarre, ça m'étonnait. Et À moins que vous ayez un homonyme, mais celui-là qui était dans les corps francs de Nice, ouais, qui non, était dans c'est les que. maquis du Tarn, etc., Ouais. c'est le Non, même non. Marc Lévy qui est mort à Beersheba. Ah, bien, merci Mais beaucoup. il s'est engagé après, il Oui, a fait une partie de la guerre après, voilà, oui, mais dans beaucoup, l'armée française. beaucoup de membres de l'armée juive, soit sont partis
pendant la période d'occupation, se battre contre les Anglais, soit sont partis après et ont participé notamment au combat aux côtés de l'Irgun et intégré le l'Irgun. Et ça aussi, le cas de Marc Lévy nous montre qu'il y avait ensuite un accord. Lublin voulait avoir une totale indépendance d'action. Et l'organisation sioniste, qui n'est pas encore l'organisation sioniste mondiale, mais l'organisation sioniste, elle a dit, bon, vous êtes armée juive, vous êtes sionistes, donc vous dépendez de nous. Et ils ont trouvé un accord, ils le racontent, disant que, OK, sur le territoire français, l'armée juive, Lublin, Polonsky et leur comité directeur restent totalement indépendants. Et une fois que des jeunes sont partis vers la Palestine, eh bien, ils se mettent au service de l'organisation d'Israël et de l'armée d'Israël. Et là, ce n'est plus du tout la même direction. Et donc, on a comme cela des bateaux qui sont partis du Portugal avec des jeunes via Barcelone, puis c'est pas à Lisbonne, mais c'est ailleurs. Et ensuite, après la guerre, à partir de Marseille, et notamment, ils ont participé à l'Exodus, à l'Altalena, enfin à toutes ces actions, l'Altalena en particulier, qui était mandatée par l'Irgun. Enfin, c'est voilà, beaucoup de choses passionnantes, mais on pourra en discuter. Pour Marc Lévy, c'est la même chose. Il a rencontré d'abord Myriam, celle qui va partir en Suisse, la fille d'Aria Knut, et lui, il est un peu perdu. On est en 42 et enfin, il est pas perdu. Il la rencontre, il discute et Myriam fait du prosélytisme pour l'armée juive, donc il va s'engager à l'armée juive. Et il va s'engager aussi, et puis elle va le convaincre de s'engager dans cette instance sioniste. On a l'autre Marc, pas l'autre Marc Lévy, oui, l'autre Marc Lévy, dont le père s'est engagé, lui, avec les FTP-MOI. Il avait la même ambition, le même désir de se battre, et c'est là qu'il s'est engagé avec les FTP-MOI sans être particulièrement sioniste. Enfin, son oncle n'était pas particulièrement communiste. Là, pour Marc Lévy, celui-ci, et je ne parlerai plus de l'autre, il va adopter cette idéologie. Il va connaître Betty Knut, Ariane Fixman, donc c'est ce qui va l'amener. Et donc il rentre au maquis. Au maquis, il va être avec des personnalités dont j'ai déjà parlé, Raoul Léonce, Broder, et puis il va se, euh, il va devoir quitter le maquis parce que il a des problèmes avec la police et il va passer. Alors, ce qui est intéressant avec Marc Lévy, c'est qu'il a fait tous les maquis de l'armée juive. Il est, bon, je ne vais pas vous donner tous les noms, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'était le maquis de Rec, le maquis de Bic. En fait, c'était quoi ces maquis? C'est dans la montagne noire. Et c'est Raoul Léonce qui le raconte bien. Dès il trouvait une baraque, dans cette baraque, il pouvait mettre une quinzaine de personnes, et c'est là qu'ils faisaient leur entraînement, quasiment sans armes, ou avec des armes rouillées qu'ils pouvaient récupérer par-ci, par-là. Et petit à petit, ils vont être associés au réseau, notamment grâce à Lazarus, ils vont être associés au réseau gaulliste et là, ils vont s'associer pour la récupération d'armes, pour les parachutages et ils vont ainsi, notamment le maquis de Bic, ils vont vivre de grandes aventures, le maquis de la Jasse, etc. Donc, Marc Lévy, ce qui est très, très beau dans son histoire et son histoire brève et tragique, c'est comment il a exactement accompli, enfin, par sa mort prématurée, mais il a accompli exactement
ce que Lublin et Polonsky avaient pensé dès 1940, en tout cas pour euh, Polonsky et Knuth, c'est-à-dire qu'il s'est formé dans les maquis en France, dans la montagne noire, pour ensuite se battre pour libérer Israël, la Palestine, du mandat britannique et obtenir ainsi un État juif. Et l'histoire de Marc Lévy, dans sa brièveté, dans son caractère tragique, nous montre, enfin nous, on pourrait en tirer beaucoup de leçons, notamment les liens étroits entre ces juifs issus de la guerre et la création de l'État d'Israël, et comment ces juifs issus de la guerre et dans la guerre avaient déjà l'idée de créer un État pour les juifs par les armes. Et pour Marc Lévy, ça a été. Donc à Nice, je reviens à Nice. Ce qui est intéressant aussi, et là je vais prendre le témoignage d'Annette Ziman, je dis bien Ziman, parce que il y a une autre Annette très célèbre. Donc le témoignage d'Annette Ziman qui nous raconte à quoi servaient les corps francs. Donc, encore une fois, j'ai choisi mes trois exemples pour trois types d'actions, au moins trois types d'actions menées par les résistants fédérés par l'armée juive, mais qui appartenaient au mouvement de jeunesse sioniste, à l'OSE, au ZI, qui étaient, tout était imbriqué. Ils étaient tous avec. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'idéologie sioniste, elle a petit à petit fait adhérer notamment les ZI. C'est Paul Lublin qui le raconte. Les ZI étaient très réticents au sionisme, mais bon, au bout d'un moment, ils adhéraient quand même. Et avec Annette Ziman, ce qui est intéressant, c'est les corps francs. Alors bon, ça, c'est encore le document de Lublin qui dit qu'elle est une grande, qu'elle a agi vaillamment. Mais ce que je voudrais vous lire ou vous rapporter, dans le témoignage qu'elle a fait, c'est l'activité qu'elle a eue à Nice et à quoi servait le corps franc. Un corps franc, ce corps de guérilla urbaine, c'est l'équivalent, on va dire, spécifiquement, celui-ci en tout cas, il y en avait un à Paris avec Tony Green, à Lyon, Raoul Lambert qui le dirigeait, Toulouse, Albert Cohen, dit Bébé, le dirigeait, et à Nice, c'est un ancien Lyonnais, Pau Riles, qui le dirigeait, si je ne me trompe pas pour Pau Riles. Et le corps franc, dès 1943, c'est un groupe de guérilla urbaine, un peu l'équivalent des FTP-MOI, c'est-à-dire lutter par les armes contre l'occupant nazi, contre le régime de Vichy et contre les collabos. C'est là que se fait la différence avec les FTP-MOI, c'est-à-dire que les FTP-MOI, en tant qu'instance communiste, ne vont pas, sauf à Nice, donc il ne faut pas généraliser, mais en tout cas à Toulouse, dans ce que l'on sait du groupe de Marcel Langer, puis de Yann Gerhardt, qui va prendre la suite, eh bien, ils vont pas, comment dire, éliminer des personnes qui ont dénoncé des juifs. C'est pas leur préoccupation. La résistance juive se donne pour mission de protéger les juifs parmi les autres missions de guerre. Elle a toutes les autres missions que les autres groupes de résistants, mais en plus protéger les juifs et de la déportation. Et donc éliminer les collabos. Et dans mes archives, il y a une liste de collabos. On a dans tout ça, dans toutes les archives d'ailleurs, ça existe. Là, j'ai une liste de collabos toulousains qui devaient être éliminés. Liste que je ne diffuserai jamais. Bon, j'imagine que les familles sont toujours là. Là, c'est différent. Dans l'histoire du groupe de Nice dans lequel a participé Marc Lévy et Annette Ziman, il s'agit d'un groupe c'est une histoire très célèbre, en tout cas relativement célèbre, mais
pas assez. On est à Nice, et à Nice sévissait un groupe de Russes blancs qui donnait les Juifs à la Gestapo. Ce groupe de Russes blancs, comme le dit Annette Ziman, moyennant finance, je crois me rappeler qu'on parlait de 10 000 francs par personne, et ils dénonçaient donc les Juifs. Leur chef, Serge Mojarov. Donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut l'éliminer. C'est tout, les groupes francs. Alors, comme ils sont dans la clandestinité, la préfecture n'a pas d'informations. Et c'est pour cela aussi enfin, c'est en partie pour cela qu'on a très peu de bibliographie sur l'armée juive ou sur ces groupes, parce que, à la différence des FTP-MOI, qui n'étaient pas clandestins, enfin, c'était clandestin, mais ils étaient répertoriés. En plus, ils tenaient régulièrement des comptes rendus. Là, on n'a pas grand-chose. Donc, vous allez voir, et d'ailleurs, elle le dit elle-même, leur chef, donc Serge Mojarov, donc le chef de ce groupe de délateurs de juifs, habitait une magnifique villa de la Californie, donc on est à Nice, dont il ne sortait qu'entouré de gardes du corps armés et presque toujours en voiture. Pendant des jours et des jours, du matin au soir, nous avons établi une surveillance. Et Annette Ziman était la chef de ça porte un nom, ça me reviendra, en tout cas des personnes qui surveillaient, d'établir le roulement de l'organisation. Enfin, un jour, au début de mars 44, nous le vîmes quitter son domicile seul. Lorsqu'il partait ainsi à bicyclette, Mojarov, au lieu de la grande route coupée par un petit chemin, c'était l'occasion tant attendue. Celui qui était de garde, je ne me rappelle plus lequel de nos garçons, s'embusqua à mi-chemin et tira sur Mojarov, le blessant grièvement. Il survécut, mais on ne devait plus le revoir à Nice. Bon, on a l'impression que la tête est coupée, le réseau est mort. Ben non. L'un des plus actifs lieutenants de Mojarov était un antiquaire, Alexandre. Son magasin était placé sur une petite place, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'antiquaire? Ils vont dynamiter sa boutique. Alors, elle raconte comment ils vont dynamiter la boutique. Ils surveillaient avec Pau Riles, justement, et il disait aux gens, il serait temps de rentrer, pour ne pas qu'ils explosent en même temps que la boutique de l'antiquaire. Et puis, comme elle l'écrit, la place devient déserte, la bombe posée devant la porte de l'antiquaire, non, la bombe posée devant. Nous avons rapidement sauté sur nos bicyclettes. Au moment où nous allions prendre le plus court chemin pour rentrer à nos domiciles respectifs, nous avons aperçu une patrouille allemande. Nous avons eu le temps de filer et dans le silence de la nuit, nous avons entendu le bruit de la déflagration. Notre mission avait été menée à bonne fin. Mais, à part l'antiquaire, on a le fameux Mojarov qui va être, oui, c'est ça, Serge Mojarov, qui va être remplacé. Depuis un certain temps, plusieurs membres de notre corps franc pistaient un dénommé Karakaev, qui avait pris la place de Mojarov après la blessure de celui-ci. Alors, autant l'épisode de l'évasion de Spielvogel et de Blum était rocambolesque et un peu humoristique, autant cet épisode-là est digne de l'Armée des Ombres, du film de Melville. Bien, vous l'avez compris. Donc, Karakaev qui avait pris la place de Mojarov après la blessure de celui-ci. Il était encore plus méfiant que son ancien patron, toujours armé et évitant d'avoir des horaires réguliers. De lui, je ne connaissais que le signalement. Ça, c'est hyper important. On ne se rend pas compte de l'immense difficulté d'identifier les personnes. Quand il s'agit, quand les FTP-MOI ont voulu venger Marcel Langer et tuer le procureur Lespinasse, ils se sont trompés de Lespinasse dans un premier temps. Heureusement,
ils ne sont pas allés jusqu'au bout du projet et il a fallu qu'ils identifient mieux l'Espinasse, qui est un nom assez commun, pour ne pas se tromper de personne. Donc là, je ne connaissais que le signalement. Un matin, je débouche de la rue Chamberlain dans le boulevard Victor Hugo. Au même moment, un homme grand, le teint bronzé, vêtu d'un pantalon et d'un blouson kaki, arrivait à toute allure. Et nous nous sommes retrouvés par terre, à côté de nos machines renversées. Immédiatement, j'ai eu un coup au cœur et j'ai pensé, c'est lui. Je ne l'avais jamais vu, mais cet homme correspondait exactement au signalement de Caracas. Alors, quand on dit que les femmes servaient d'agentes de liaison, on voit aussi que l'agent de liaison ou que la femme à vélo prend un risque gigantesque. Annette Ziman va vous le prouver. Au lieu de me fâcher, j'ai accepté des excuses et même après quelques hésitations, une proposition de m'accompagner. Au cours de notre promenade sur le vieux port, il m'apprit qu'il était peintre, ce qui me renforça dans mon idée concernant son identité. J'acceptais un rendez-vous pour l'après-midi. Aussitôt seul, je me précipite dans notre QG, rue Raspail. J'ai rendez-vous, ils ont le plan. Et elle va le rejoindre. À 14h30, j'étais dans le square Alsace-Lorraine. Un peu plus loin, Robert attendait aussi. Si l'homme avec qui j'avais rendez-vous était bien Carakaef, il devait sortir son mouchoir. Voilà, c'était bien lui. Il a sorti son mouchoir. Et un petit dialogue qu'elle rapporte des 30 ans après. Remettons à plus tard notre promenade car je dois faire une course pour ma mère. Ai-je proposé? Pas du tout, m'a-t-il répondu. Je tiens à vous accompagner. Mais c'est trop loin en dehors de la ville. Aucune importance, j'ai le temps. Nous sommes donc partis à bicyclette en direction de Magnan. En bas de la côte, j'ai mis pied à terre, affirmant que je ne pourrais jamais grimper. Robert m'avait recommandé de placer Carakaef à ma gauche. Poussant nos machines, son bras droit m'enlaçant, nous avons continué notre chemin. Et soudain, j'ai eu une trouille noire. C'est magnifique parce que c'est à la fois un témoignage des années après, mais on, on voit, on sent de plus près la réalité de ce que signifie la résistance. J'ai eu une trouille noire de ce qui se préparait ou d'être blessé. Je ne sais, mais mon cœur battait à grands coups. Passé le premier tournant, je sens Robert qui arrive à bicyclette en danseuse et tout de suite après, j'entends les coups de revolver. Un, deux, trois. Carakaef tombe par terre, tandis que Robert crie « Il est enrayé, il est enrayé ». Donc le pistolet, il ne peut plus tirer. L'indicateur a encore la force de sortir son propre revolver, cependant que Robert continue à crier « File, file, mon revolver est enrayé », tout en sautant de sa bicyclette. Et prenant son arme par le canon, il assène un grand coup de crosse sur la tête de Carakaef avant que celui-ci ait le temps de tirer. Ensuite, nous filons à toute vitesse. Et c'est là qu'on est dans la clandestinité. La police ne devait retrouver qu'un cadavre. Les autres membres de ce groupe d'indicateurs, pris de peur, disparurent de Nice. Annette Ziman, qui, comme vous le voyez, faisait partie de ce corps franc. Dans les textes, on a toujours, elle s'occupait de la surveillance. Bien oui, mais non, pas seulement. Et je voudrais terminer par une photo qui appartient à Marcel Lahana, Marcel et Simone Lahana. C'est la photo des enfants. Alors bon, petit jeu de mots un peu bébête pour revoir les enfants. Et effectivement, la résistance juive, comme je vous l'ai dit, elle avait pour mission, certes, de participer à l'effort national contre l'occupant nazi, de participer à l'effort de tous contre le régime de Vichy, mais aussi et surtout de sauver les Juifs. Et cette photo qui est absolument magnifique, alors là, les numéros, c'est Simone qui les a mis parce qu'elle a identifié ceux qui portent un numéro. Cette photo, c'est sur le parvis du siège de la Gestapo à Toulouse et c'est l'UGIR et d'autres organisations qui ont ramené les enfants qui étaient cachés
Et ces enfants qui étaient cachés restent dans ce bâtiment qui est vidé, le siège de la Gestapo, c'est-à-dire les bureaux et les lieux de torture. Ces bâtiments sont vides, personne n'ose les approcher. Ils vont rester là, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas plusieurs semaines. En attendant, des médecins viennent les voir, ils sont nourris, comme vous le voyez, ils sont vêtus, bien vêtus, en attendant de retrouver la trace des parents. Et donc, certes, beaucoup ont été identifiés. Là, en haut, ce serait, je dis ce serait, mais c'est quasiment sûr, Clara Malraux. On a d'autres personnes. Ensuite, je ne sais plus, la photo, elle est Marcel Lahana qui est là, qui est toujours avec nous. Remonche Morac qui est dans les bras de sa sœur. Donc des personnalités encore de ce monde, et on l'espère pour encore très longtemps. Et c'est une photo sur laquelle on est encore en train de travailler. Peut-être aussi pourrait-elle faire l'objet d'un jeudi d'Hébraïka, à elle toute seule, tant elle est riche et belle. Et c'est ça aussi l'armée juive, c'est aussi protéger les enfants, protéger les familles, faire en sorte que le peuple juif ne disparaisse pas. Je vous remercie. Je suis prêt maintenant à discuter, à écouter ce que vos témoignages. Et je vois que nous avons deux personnes, notamment Anne Lipschitz-Krams et Monsieur Mouchnik, qui connaissent bien le sujet. Donc, je suis très curieux de vous entendre parce que je suis très curieux de modifier ce que je dis, de le compléter. Madame, allez-y, madame. Allez-y. Il faut le micro, je pense. Oui, il vous faut le micro. D'accord. Je commence. C'est plusieurs détails, hein. Donc, le groupe France, c'est Henri Porilez, hein, qui l'a créé, Oui, hein. c'est ça. Donc, ils ont effectivement. Donc, faut savoir que les rafles à Nice étaient parmi les puisque la Gestapo faisait déshabiller les hommes dans la rue, hein, Oui, pour voir s'ils étaient circoncis. c'était directement à Noé Il y avait des Brenner. choses extrêmement rudes, hein. Oui. Alors, par rapport à la maison de Toulouse, on l'a appelé le château. C'est Jean Broman, hein, qui a occupé le château. Il est assez vite devenu une maison d'enfants, hein, qu'on a appelé le château, mais ça a duré au moins 2 ans. Ah C'est-à-dire qu'il y a des bon? enfants qui sont D'accord. restés très longtemps, dont une partie qui ont été assez rapidement préparés pour faire les aliyas clandestines. Ouais. Vous avez des archives où on parle aussi du programme du château, à la fois l'apprentissage de l'hébreu, la pédagogie, etc. Il y a même des documents où ils ont des formes d'examen psychologiques, hein, pour Ouais. voir dans quel état ils sont. Bon, après, il y en a qui vont être déposés parce que les parents revenus de déportation sont dans un état tel qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Et puis la majorité, ce sont des orphelins. Ouais. Et vous parlez d'archives, elles sont Ben, en fait, il y a beaucoup d'autres photos, hein, du château. d'accord. Hein. Il y a des photos aussi avec Gisèle Roman, hein, Ouais, avec des petits, il y a des photos avec des plus grands. Enfin, il y a pas mal de photos, hein. Il y en a au moins, enfin, moi j'en ai connaissance 3 ou 4 justement, hein, devant le balcon de la maison. d'accord, d'accord. Et notamment Madame ah, je retrouve pas son nom et j'ai peur de l'écorcher. Bon, parce que Madame Roman avait une assistante qui est importante aussi, moins Oui, il y connue. a Gisèle, il y a sa fille, et puis il y a Madame Gaulle, avec un nom, hein, en G, Gaulabès, etc., qui ensuite a déménagé en Israël, hein. D'accord. Golandas. Oui, c'est ça, Golandas. Il y avait un monsieur aussi, Golandas, hein. Parce que Golandas était le trésorier, depuis le début, était le trésorier de l'armée juive. Donc, c'est probablement son épouse. Mais ça, je prends des notes, moi. D'accord. Il y a quelque chose qui m'intéresse, je ne sais pas si vous l'avez, et je ne l'ai pas. Marc Lévy a fait un journal. Et Est-ce que non, je ne l'ai pas. Il doit être aux archives sionistes, ouais, de Jérusalem. Et là, je n'ai pas le temps d'aller le chercher, mais ce sera. Parce qu'une grande partie des archives de l'armée juive sont à Jérusalem, aux archives sionistes. D'accord. Vous avez dû consulter, il y a des archives
archives très importantes d'Abraham Polonsky à Tebenkin. Oui, ouais, ouais. Il y a énormément de choses, hein. Il parle d'ailleurs assez précisément justement du groupe franc de Nice, hein. Mm. Ah oui, oui, ce groupe franc. Alors, il y a celui de Nice. Celui dont on parle moins, c'est celui de Grenoble, qui est aussi très, très actif. Enfin, c'est ça aussi. Il y a une certaine injustice à ne pas parler d'eux, tant leurs actions sont importantes, sont valeureuses. On s'est focalisé sur les FTP-MOI. Il est vrai que ce qu'ils ont fait est très important, mais les corps francs, c'est fascinant. Et il faut vraiment chercher, quoi. Il faut vraiment chercher. Et c'est essentiel. Donc il y avait les sœurs Shegam aussi, hein, qui Oui, étaient impliquées dans les ça, corps francs, hein, ça, on a les traces, ouais, des sœurs Shigam. Ouais. C'est ça aussi, souvent des familles. Souvent, ce sont des familles. Et d'ailleurs, pour Madame Lifshitz, pour Anne, c'est pareil, c'est une famille, quoi. Enfin, c'est une famille, pas vraiment, mais Recomposée, très moderne. bah, si on peut dire ça. Mais bon, mon père a surtout, bon, il est rentré dans la résistance, enfin, parce qu'il a rencontré Annie Latour, justement, quand il a été mobilisé. En fait, mon père a été mobilisé dans les deux guerres, hein, en Ah 14-18 ouais. en 14-18, il avait été mobilisé en Palestine. Ah Et d'accord, il était dans l'armée du Levant. il a été, voilà, il a été d'abord dans l'armée turque, il a été mobilisé dans l'armée turque et ils ont déserté Ah, l'armée turque pour ah, retrouver d'accord. l'armée anglaise en 1917 quand il y a eu l'annonce de Balfour, enfin de Ouais, la déclaration Balfour la du déclaration national Balfour. juif. Mm. Mais il s'est retrouvé démobilisé. Comme il avait pas loin de 50 ans déjà, il avait été mobilisé dans une poudrière. Et il a été démobilisé sur Rhodes. C'est pour ça qu'il s'est D'accord. retrouvé là, à ce moment-là, à rencontrer Annie Lévy et son mari. D'accord. Mais Euh, moi, je suis très intéressée par les archives que vous avez parce que moi, je connais pas ces archives-là, quoi. Je connais pas ces fonds-là. elles sont, enfin, je vous verrai, je vous en parlerai, je vous donnerai ce qui concerne votre père et votre mère, mais elles sont tout simplement au mémorial de la Shoah et sur le site du mémorial, si vous tapez leur nom Ah respectif, oui, vous oui, verrez. ça, je sais, oui. Donc, Ça, je sais. j'ai rien fait de plus. C'est-à-dire Oui. qu'il me manque encore, et c'est vrai que ça faisait, le Covid m'en a complètement empêché, et depuis, j'ai pas pu le faire, c'est les archives sionistes à Jérusalem. J'étais allé pour un autre travail, pour une autre recherche sur Albert Cohen, l'écrivain et ses activités Mm. sionistes, et j'étais tombé sur tout ce qu'avait fait, enfin, un fonds important concernant David Knut, rédigé en français. Et à l'époque, je m'intéressais pas à l'armée juive, j'avais pas fait vraiment attention. Je m'intéressais à la Légion juive, au projet de créer une Légion juive au sein de l'armée française. Mais là-bas, il y a ben, l'objet d'un troisième livre, quoi. Tout est là-bas. Et je pense qu'on Mais, peut... pardon. Non, les archives de Lublin, elles sont où? De Lucien Lublin. Elles, elles Ah, sont où? non, Lublin, elles sont mémoriales. Ah, c'est au mémorial? Mémoriales. Polanski, elles sont, je ne sais plus où, mais Tabitkin en Israël, ouais, Yad Tabitkin. c'est ça. Et il y a une copie qui est au mémorial, mais qui n'est pas encore traitée, donc elle n'est pas accessible. Et ouais. Mm. Mm. Donc j'ai un peu de Polanski, beaucoup de Lublin, et puis tous les entretiens d'Annie Latour, et un peu de Knut que j'avais quand même récupéré aux archives sionistes. Mais Vous avez aussi les témoignages, hein, d'Henri Porriez, et oui, puis les après témoignages chacun. du laboratoire. Mon père faisait partie du laboratoire de Nice avec Serge Caravatser, Ouais. et donc il y a pas mal d'archives là-dessus. Mm.
Mais il est vrai que pour l'instant, je fais une étude assez générale. Et Nice, je ne sais pas s'il y a autant Lyon a beaucoup été travaillé par Madame Attard. Nice, j'ai pas l'impression qu'il y ait, j'ai pas trouvé d'ouvrage majeur sur l'armée juive à Nice. Mais je me trompe peut-être. Je C'est, pense qu'il n'y en a pas. ouais, c'est ça, hein. Et vous Non, imaginez je un pense pas champ, que sur Nice, c'est quelque ça. chose de très, très spécifique. Ouais. Alors que sur les FTPMOI, oui, il y a. Pareil. Enfin bon, je veux pas faire. Enfin, la comparaison, elle me vient à l'esprit parce que ce sont des fonctionnements assez similaires avec une historiographie très différente, quoi, c'est tout. Donc, c'est pour ça. L'intérêt de Nice, c'est qu'il y a eu plusieurs groupes qui ont travaillé. Les EI, le groupe aussi qui Ah oui, oui, travaillait. Donc, bien sûr. Mais partout, il y avait et il y cette a eu concordance d'action. un Ça, c'est passage. Et c'est ça euh, là aussi, on ne se rend pas suffisamment compte combien, au niveau des organisations de résistance juive, il n'y a pas eu de concurrence, quoi. Ils se sont pas, ils ont vraiment réussi à travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est aussi, bon, c'est l'intelligence de tous ces hommes et femmes, quoi, qui ont mis leur ego au deuxième plan, mais c'est aussi la très grande intelligence de Lublin et Polanski. Polonsky, pardon, qui ont su, je ne sais pas comment ils ont fait, pour fédérer, pour arriver à leur faire prêter serment. À quelqu'un comme Robert Gabson, qui crée les EI, va venir à Toulouse prêter serment, quoi. Ce fameux serment qui pouvait rebuter certains. Et il fallait le faire. Donc, c'est assez. Mais surtout que c'est vrai que les EI n'étaient pas très sionistes au départ, parce que les EI, c'était quand même un mouvement qui avait été fondé par ce qu'on appelait les Français israélites à l'époque, Ouais. auquel enfin la famille du côté de maman appartenait, et c'est vrai que le sionisme, c'était pas leur truc, quoi. Non, 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 mais finalement, et quand ils vont s'engager dans le maquis, ça va devenir, ben, ils vont se répartir dans des pelotons, enfin, haguenots, bleu-blanc, enfin, et le sionisme va pas être unanime chez les EI. Polanski le dit lui-même. La formule d'ailleurs, le fameux serment à la fin que Eretz Israël vive. Parfois, certains ne le disaient pas, cette formule-là. Donc, la partie la plus sioniste, la plus militante ou la plus jabotinskienne, certains en étaient épargnés. Donc, Ben mais même bon. Jabotinsky, tous les sionistes n'étaient pas forcément pour Jabotinsky, Ah non, hein. non, c'est sûr. Mais là, en tout cas, la direction de l'armée juive et Ariane Fixman l'été. Et l'histoire de Betty Bah, Knut, attention, il y avait une différence entre Lublin, qui était beaucoup plus socialiste, ouais, et puis ouais, Polonsky, qui était jabotinskien. C'était des opposés quand même, ouais, c'est vrai. qui ont travaillé ensemble. Ouais. Oui, oui. Mais au final, on- oui, oui, mais ça, c'est les discussions euh, comment dire, les discussions dans l'idéologie, mais dans l'action, ils étaient ensemble, quoi. C'était Ah ben après. ça, c'est clair que dans la famille de mon père, on était plutôt du côté socialiste, et pourtant, mon père était très copain avec Polonsky, donc Hmm, c'est... ouais. Bon, enfin, voilà. Donc là, en tout cas, merci. Et puis, Ben, merci à vous. je serais très curieux de continuer. Alors, Anne, j'ai vos coordonnées. Monsieur Mouchnik, je ne vais pas vous les demander parce que ça va être enregistré et diffusé. Mais vous pouvez me trouver aisément avec l'adresse d'Hebraïca, euh, Mhm. associationhebraïca@gmail.com. Et je serai très, très heureux de dialoguer avec vous, comme je le ferai très bientôt avec Anne, sur cette histoire qui gagne à être connue. Et Merci de, encore. Très bien. et de Bon, toute bah, merci façon, à il faut vous. aussi qu'on se cause pour le cercle de généalogie, Oui, donc... on va le faire. Très bien. Alors oui, j'étais en contact avec Daniel Raab,
Parce Oui, que moi, le château a une place, le château, hein, donc oui, oui, rue bien de sûr. la Je sais, Déportation, a une place très très importante et il aurait quand même été assez normal qu'il y ait une petite plaque quand même sur tous ces enfants qui ont été recueillis. Ça a duré plusieurs années. ouais. Mais Daniel Rab est passé par là. Je l'ai vu tout à l'heure sur l'écran. Oui, mais écoutez, ça fait partie des travaux que l'on a à effectuer sur la résistance juive. La plaque qui est rue de la Pomme, elle est archi fausse. Ils étaient 5. Sur le David Bloom, le même, a été arrêté à ce moment-là et on ne l'a plus revu. Celui qui a été libéré par Nizan avec Spilfogel. Et Raoul Léonce a été blessé à ce moment-là. Enfin, on a beaucoup, oui, on est en train de mettre. Alors, vous avez tout un récit de Raoul, parce qu'en fait, quand il a été blessé, c'est ma tante qui est arrivée un peu après, donc Ginette Mouchnik, qui l'a emmené et qui a fait qu'il ait des faux vêtements et puis qu'il soit accueilli, hein, passé par un médecin qui n'a pas voulu le garder et accueilli chez une infirmière qui a pu le soigner. Donc D'accord. là, un récit assez rocambolesque Oui, oui, là-dessus aussi. oui, il fallait le couvrir de beaucoup de vêtements pour ne pas montrer les blessures. Et nous sommes au mois de juillet. Donc, ouais. Mais je regarderai Ginette. Ah oui. Bon, merci beaucoup. Merci. Et les jeudis d'Hebraïka, c'est quasiment tous les jeudis. Le programme est sur le site hebraïka-toulouse.com. Bonne soirée et à très bientôt, c'est certain. Merci encore. Bonne soirée, merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonsoir à tout le monde. Au revoir. Merci.